à tous, bonjour, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui dit souvent des conneries en début de saison mais qui l'assume, vous avez compris. On va faire le bilan de la saison de cyclisme en revenant sur nos envies à la base, nos prédictions, voir si tous nos désirs ont été assouvis. Eh bien, petit spoiler, pour commencer, très peu de désirs ont été assouvis. Malheureusement, des désirs qui ont été émis en début d'année par nos plus fidèles chroniqueurs, à commencer par Jérémy à l'heure aujourd'hui, présent depuis le début, qui attend impatiemment dans la salle d'attente. Bonjour Monsieur Sakian, bonjour Jérémy. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend un petit peu. Effectivement, j'étais le premier encore connecté à 17h52, on prend l'antenne à 18h04. Je ne sais plus quoi faire pour que ce podcast prenne à l'heure. Alors, beaucoup de critiques, mais on a quand même regardé le podcast Cyclocross dernièrement sur Instagram. Il y a eu des petites coupures, il y a eu des petites choses à droite à gauche qui oui, ont mais été... le podcast n'est pas géré par la même rédaction en chef, puisque le podcast Ça déraille route, c'est le patron, c'est Johan Tritz. Le podcast Ça déraille cyclocross, c'est Anthony Collat. Donc, est-ce que tu t'attends à des merveilles ? C'est vrai qu'il a pris du galon cette année, Anthony, voilà. Puisqu'il est maintenant chef de la rubrique cyclocross au sein de Ça déraille. Bon, ça vaut pas grand-chose sur le CV, mais bon, on va dire que ça compte un petit peu pour lui. Désolé Théo, on est venu tard sur toi, mais bonjour, bienvenue pour débriefer. Donc, tu étais là au premier épisode et tu es donc là pour débriefer cette saison 2024. Bonjour à tous, la fidélité avant tout. Ouais, et avec un beau micro, ça aussi ça compte. Alors Jérémy, c'est vrai que t'es arrivé en avance, mais en termes de technique, c'est toujours pas ça. Voilà. Moi, je suis dans la quantité plutôt que dans la qualité. Je fais 90 jours de course et après, il vient ce qui vient. Tu vois. Ouais, tout à fait, c'est vrai, vous êtes souvent là. D'ailleurs, il y avait Rémi lors du premier épisode. Je me tiendrai garant de ce qu'il a dit, donc on pourra en discuter. Mais c'était le premier et dernier épisode, je crois, que la saison de Rémi. Rémi, je crois qu'il a d'autres combats, malheureusement. Monsieur a choisi le ping-pong désormais. Ouais, le ping-pong, le chien, l'enfant, les 120 appartements, les chalets dans les Alpes, ça fait beaucoup. Juste avant de commencer, je sais que l'intro est longue, vous inquiétez pas. Tour de Lombardie, vous avez peut-être quelque chose à dire parce que comme on va passer à autre chose directement sur la course en elle-même, est-ce qu'il y a un commentaire de la part d'un de vous deux sur cette magnifique course avec beaucoup de suspense évidemment, comme souvent quand il y a Pogacar. Rien à dire. Ouais. Rien à dire. Théo, un commentaire aussi? C'est mon tour. Ok, super. En tout cas, si on avait fait un débrief du Tour de Lombardie, ça n'aurait pas duré très longtemps. Tout le monde aurait été content. Un petit shot comme ça de cyclisme. Je rappelle aussi, avant de passer à la première partie, qu'on est sponsorisé. Oui, ça fait depuis maintenant 2 semaines que nous sommes sponsorisés. Voilà, je vais arriver à le dire. Avec LAK, donc l'assurance vélo. Donc pour assurer votre vélo, si vous le cassez, si vous arrive quelque chose, si vous êtes assuré avec LAK, bam, directement. Et on peut vous rembourser. Enfin, faut voir tout le règlement sur le site et on vous offre avec le code CDRI 1 mois gratuit offert. Voilà, ça c'est cadeau. Et nous, on va pouvoir avancer. On n'a toujours pas vu de changement. Oui, bon. Un exemple. Oui, J'ai un exemple. Imaginons par exemple Johan Tritz en pleine ascension du Galibier. Il tombe dans la montée. Hop, changement de vélo. Oui, ce n'est jamais arrivé. Alors là, c'est une rumeur. Après, j'avais un poisson pilote qui était vraiment très perturbé devant. On y va, on passe à nos 3 points, ce qu'on avait dit donc en début de saison, voir si jamais ça s'est réalisé. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Alors, donc, pour nos 3 points du début d'année, on a fait ça, je sais plus, en janvier ou en février. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner à chaque fois les 3 points de chacun et on va pouvoir en débattre, mais il y en a qui vont se croiser. On va commencer avec Jérémy, toujours en premier, qui a demandé des classiques printanières animés. San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que tu as été comblé, mon cher Jérémy, cette année avec ces classiques? Mon avis. Non, mais il y a 2 exceptions. Il y a San Remo qui était quand même assez dingue et je persiste à dire que c'est une de mes courses préférées de l'année parce que ce final peut permettre à tous les coureurs de se distinguer et ça a encore été le cas cette année parce que quand tu regardes le podium, t'as un pur sprinter qui gagne, t'as un sprinter plutôt polyvalent qui fait 2 et t'as Pogacar qui fait 3, t'as Van Der Poel qui était dans le coup qui s'est sacrifié, donc on a quand même eu un final assez exceptionnel. Et puis dans les classiques printanières, il n'y a pas que les monuments, on a quand même eu une belle flèche dans des conditions apocalyptiques, c'était horrible, il faisait moins 15 et on n'avait pas les monstres. Donc quand on n'a pas les monstres, on a une belle course. Sinon pour le reste, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le suspense a été tué très tôt et donc c'était pas ouf.
Alors, on fait bien sûr allusion aux courses femmes qui, elles, ont été plutôt belles en termes de suspense. C'est ce qu'on me dit dans le chat. On viendra aux courses féminines un petit peu plus tard parce qu'il y a eu quelque chose dans les 3 points à chaque fois. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions sur le bilan de la saison. J'ai oublié de le dire en début. Si jamais on va pouvoir y rebondir à la fin, si jamais c'est intéressant, comme c'est rarement le cas, vu les personnes qui sont dans le chat aujourd'hui. Tiens, Théo, on bascule à toi. Tu voulais un Giro plus animé que l'année dernière, mais c'était aussi pour Jérémy un Tour de France disputé. C'était les grands tours disputés, en gros, un petit peu pour nous trois. Moi, j'avais mis les grands tours moins chiants. Alors, comment dire, Théo je crois qu'on s'est planté, non? Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sortait d'une hégémonie Jumbo-Visma qu'on a complètement renversée finalement cette année. C'est voilà ce qu'on peut noter. Après, ça a été remplacé par une autre hégémonie, malheureusement. Enfin, malheureusement, sportivement, ce qui est celle de Tadej Pogačar. Donc, écoute, je pense quand même que à l'époque, on avait fait ce podcast de Paris de la saison, on n'avait évidemment pas cet élément de la chute de Vingegaard. Est-ce que l'issue du Tour aurait été différente si Vingegaard avait eu une préparation sans accroc? On le saura jamais. Voilà, que dire, si ce n'est que Pogačar évidemment a montré que en fait il a créé sa propre réalité, qu'il est dans son propre monde et que bien, il a plus grand chose à voir avec les autres, quoi. J'ai une petite question, Théo, par rapport à 2023, parce qu'on parlait de 2023 où on a un petit peu moins aimé ce qui s'était passé en termes de suspense avec la même équipe vainqueur à chaque fois. Est-ce que tu as préféré les grands tours de 2024 ou les grands tours de 2023? Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Savoir, est-ce qu'il y a une différence ou pas pour toi? C'est une bonne question. Disons que je trouve plus acceptable, c'est bizarre à dire, hein, mais je trouve plus acceptable les grands tours de 2023 que les grands tours de 2024. Jérémy, tiens, pour rebondir à cette question, c'est ce qui est intéressant. Est-ce que tu as préféré 2023 avec l'hégémonie d'une équipe ou l'hégémonie d'un seul homme, même si bien sûr la Vuelta a été remportée par Primož Roglič? Papier, pour moi, il n'y a pas photo. L'année dernière, le Giro, il se joue dans la dernière montée du dernier chrono avec Roglič qu'on pense battu, qui a un pépin mécanique dans les derniers kilomètres. Et finalement, il gagne pour quelques secondes devant Geraint Thomas. Pendant longtemps sur le tour, avant que Pogačar ne craque complètement, il y a quand même un match. Jusqu'à Combloux, il y a un match. On se reprend seconde par seconde. Et puis après, sur la Vuelta, c'était quand même comique. Il y a quand même eu une situation assez délurée qui est jamais arrivée dans l'histoire et qui nous a fait un petit peu parler. Donc sur le papier, il s'est quand même passé des choses. Là, Giro, Tour, Pogačar écrase d'entrée, il prend 6 étapes de chaque. Sur la Vuelta, on a eu une illusion, une sorte de fantôme au Connor, mais on n'y a jamais vraiment trop cru. Donc sportivement, il n'y a pas photo. Maintenant, lequel est le plus acceptable ou quoi, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est pas la meilleure publicité pour le vélo. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Dans le chat, on mise plutôt sur 2023. En tout cas, c'est aussi l'avis de certains. Miser. Bah, en tout cas, ils ont préféré. Ils ont préféré par rapport à 2024. C'est vrai qu'on aimerait bien. On va le refaire, je pense, l'année prochaine, avoir un petit peu de suspense sur les grands tours. On va le répéter, puis un jour, ça va arriver. On enchaîne avec nos 3 points de la saison. Il y a aussi une envie de la part de Théo et de moi sur une vraie course sur les Jeux Olympiques, une course intéressante. Là, cette fois-ci, Théo. Ça, on a eu. Ah, on a eu. C'était vraiment une belle course. Je me demande si c'était même pas on fera les awards un peu plus tard, bien sûr, mais si c'était pas la plus belle course en termes de suspense, d'intensité de l'année. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors suspense, je sais pas, parce que quand même Evenepoel s'isole assez rapidement, et même s'il arrive dans un groupe avec notamment Valentin Madouas, tu savais que bon, Valentin étant le dernier à avoir pu suivre les roues d'Evenepoel, tu savais qu'à un moment donné, ça allait être compliqué. Donc de suspense, j'irai pas jusque-là. En revanche, moi, ce que je me souviens de mon discours de début de saison, c'était que cette course allait être magnifique d'un point de vue sportif et d'un point de vue beaucoup plus général en termes d'ambiance, en termes de public, en termes de parcours. Et pour moi, le pari a été respecté.
Ouais, c'est vrai qu'en plus avec ce système avec moins de coureurs, etc. C'est vrai que ça donne beaucoup de suspense. En tout cas, il y a une stratégie différente qu'adore d'ailleurs Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France. C'est là où il est le meilleur, je pense. Donc voilà, les Jeux Olympiques ont fait partie de 2024. En tout cas, un gros point bien sûr, surtout que c'était en France. Il y avait aussi un point de Rémi. Tiens, Jérémy, tu vas pouvoir rebondir. Il voulait des grandes courses, les grandes courses plus disputées. Ça me fait poser une question. Est-ce qu'on n'a pas eu quasiment que des dominations un peu partout? Est-ce qu'il y a eu sur les grands rendez-vous, est-ce qu'il n'y a pas eu que très peu de duels, même avec d'autres coureurs, mais j'ai l'impression que cette année, ça a été très vite un homme seul. Je parle de Van Der Poel, je parle de Pogačar et même Roglic sur la Vuelta, c'est un petit peu comme ça. Pour les 10 plus grandes courses de la saison, les 5 monuments, le championnat du monde, les jeux et les grands tours, il n'y a eu qu'une seule course finalement qui nous a offert du suspense et qui a été disputée. Encore une fois, c'est Milan-San Remo, mais de par sa configuration. Toutes les autres, oui, ont été ultra dominées. Roglic, qu'on le veuille ou non, a quand même eu la mainmise quasiment du départ sur la Vuelta. Le Giro Tour, on en a déjà parlé. Ouais, mais il s'y est passé des choses quand même sur la Vuelta, Jérém, quand même. Oui, c'est le moins pire. Mais c'est quand même, on parle d'hégémonie. Est-ce que tu as cru à un moment donné que Roglic allait la perdre cette Vuelta? Que Enric Mas a renversé. Mais déjà, une course de vélo, tu prends n'importe quel principe que Roglic peut la perdre. D'accord, mais c'était quand même de l'ordre de l'hégémonie pour moi aussi. Donc, moi, je dirais plus de la domination, moins de l'hégémonie. Enfin, on joue sur les mots, mais on n'y a jamais vraiment trop cru, quoi. Il y a un moment donné, oui, O'Connor prend 5 minutes et on se dit peut-être qu'il aurait dû laisser un peu moins. Alors, on a bien vu qu'il était comme ça, puis surtout la dernière semaine. C'est le profil de la dernière semaine avec le chrono le dernier week-end. Bon, oui, peut-être il a un peu moins dominé que les autres, certes, mais je sais que tu as une dent contre O'Connor, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais non, moi je n'ai rien contre O'Connor. C'est un très bon coureur, mais à aucun moment on a cru qu'il allait faire l'exploit. Donc sur les 10 courses les plus importantes de la saison, il y a eu une grosse hégémonie que tu peux résumer en Alpecin, parce que je mets Philipsen avec Van Der Poel, Alpecin, la Slovénie et le phénomène Evenepoel. Les autres n'ont pas existé pour des raisons différentes. Vingegaard, Van Aert, malheureusement, ont chuté. Et puis, tous ceux qu'on présentait comme des rivaux crédibles sur plus ou moins long terme, sur les classiques, sur les grands tours, etc. Des noms comme ça, mais Pidcock, Mohoric, etc. Maintenant, on se rend compte quand même qu'ils sont descendus d'une ou deux catégories. Donc, même un Ghana, tu vois, l'année que fait Ghana, il gagne un chrono. Il fait partie des coureurs qui ont réussi à dominer une petite fois Pogačar sur un chrono, comme Remco d'ailleurs. On va se consoler avec ça. Mais non, oui, ça a été une saison hégémonique en tout point sur les grandes courses, oui. Et encore, on dit grandes courses, mais là, je t'ai cité les 10 plus grandes du monde, mais le Grand Prix E3, Van Der Poel, doigt dans le nez, l'Estradé, Pogačar, j'en parle pas, voilà, bon, donc... Les courses par étapes, pareil. La plupart des courses par étapes d'une semaine, on a très vite vu venir ce qui allait se passer. Donc oui, assez peu d'éclaircies dans cette saison pour les petits, mais bon, finalement, à l'image de ce qu'on a vécu ces dernières années. Est-ce que les meilleures courses n'ont finalement pas été les courses françaises de Coupe de France et de classe 1.2? Moi, je trouve que oui. En fait, c'est là où tu trouves le plus de plaisir encore. Mais voilà. Et d'ailleurs, je vais vous faire bondir un truc par rapport à ça, parce qu'il y a Roglic qui a dit quand même mon programme en 2025, ce sont des courses sans Pogačar. Est-ce que vraiment on va faire des courses en fonction du calendrier de Pogačar? Est-ce que ça c'est dans la tête de beaucoup de coureurs maintenant? On parle beaucoup du Giro, où tout le monde veut aller au Giro parce que il y a pas Pogačar. Tiens, Théo. S'il y a pas Pogačar, il y aura peut-être Vingegaard. Donc si tu veux, c'est un peu la peste ou le choléra. Enfin, c'est dur à dire, mais c'est un peu la peste ou le choléra pour les rivaux des mecs qui veulent essayer d'accrocher un grand tour dans leur carrière. Si tu veux, t'auras toujours une écharpe dans le pied, quoi. Mais c'est dingue d'ailleurs comment le rapport de force s'est un peu inversé, parce qu'en écoutant le podcast du début de saison, on se disait c'est très compliqué pour Pogačar d'aller chercher Vingegaard sur un grand tour, d'autant plus que avait filtré l'idée du doublé de Giro Tour à l'époque. C'était pas encore vraiment confirmé, mais on s'est dit c'est un peu un aveu de faiblesse, etc. Finalement, je me souviens de Jérém aussi qui disait mais c'est insensé ce qu'il va faire, c'est n'importe quoi, il va perdre ce pari, machin, etc. sans être taquin. Là, tu vois qu'en une saison, en fait, on est capable de dire l'extrême inverse en 6 mois, quoi. Et c'est c'est à cause de la saison de Pogačar. Pour 2 raisons. C'est parce que Pogačar a fait peut-être la saison de l'histoire du Tour. Ah ouais.
J'ai un peu trifouillé dans les stats. C'est toujours difficile de comparer, mais en termes de résultats purs, je n'ai pas trouvé trace d'une saison plus forte que ça. Parce que 2 grands tours, 2 monuments, le titre de champion du monde et tout ce qu'il a gagné à côté, je crois qu'il y a 25 victoires avant le tour. Ouais. Ça, c'était difficile d'anticiper. Et puis Vingegaard, effectivement. Mais il faut pas oublier Vingegaard quand même, le tour qu'il fait. Parce que là, effectivement, c'est très près. On a Pogacar. Un Vingegaard préparé. Un Vingegaard avec une équipe à 100%. Parce qu'il faut pas oublier non plus que Visma Leasebike a perdu ses lieutenants un par un sur le Dauphiné, sur la même étape. Tu perds Kruijswijk, tu perds Van Baarle. Van Aert, voilà, malheureusement, il y a eu la préparation qu'il a eue. Donc, il y avait pas les ingrédients cette année pour rivaliser avec Pogacar. Maintenant, pour la saison prochaine, moi, je suis d'accord avec Théo. Il faut faire son calendrier en fonction de Pogacar et de Vingegaard sur les grands tours. Puis après, les classiques men, tu vas pas dire à Pedersen, à Van Der Poel ou à Van Aert de changer leur planning s'il vient sur le Tour des Flandres. Ils feront avec, ils essaieront de le battre. Parce que je pense que sur ces courses-là, sur les courses d'un jour, qui sont à la portée de Pedersen, Van Aert, Van Der Poel et compagnie, tu peux encore jouer. Et encore que le Tour des Flandres, mais tu vois, s'il vient sur Paris-Roubaix, non, mais t'auras la bagarre. Moi, s'il vient sur Paris-Roubaix, Pogacar, je suis pas sûr qu'il gagne. Peut-être qu'il gagnera. Mais il y a encore des courses où il y a de l'espoir. Il y en a d'autres, peut-être un peu moins. Ce qui est dingue avec Pogacar, c'est l'évolution sémantique quand même. Parce que il y a 1 an, 2 ans, on se disait Paris-Roubaix, on est sûr, vraiment, ça peut lui convenir, machin. Maintenant, on n'en est même plus à ce débat-là. On est plus à dire, c'est quand? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est dans 2 ans? On n'en est même plus à dire, est-ce qu'il peut gagner? Parce que je pense que dans le fort intérieur de tout le monde, c'est même pas si on en rêve ou pas, mais on se dit, ok, un mec qui est capable de performer sur 3 semaines, il est aussi capable de gagner Paris-Roubaix. Oui. Donc on en est à ce changement, ce changement de dimension-là. Et pour moi, c'est un vrai changement d'époque. Et comme tu l'as dit, même si on compare des statistiques très très anciennes, je pense même que ça n'a même plus de sens en termes juste de sens de comparer des époques. Coppi, Bartali, même Hinault. Je pense que c'est plus du tout le même sport, quoi, clairement. Tiens, je fais réagir un petit peu le chat parce qu'il y a Théo64BS, un autre Théo qui dit: j'ai bien aimé le Tour de France, mais pas avec Poggi, mais plutôt ce qui s'est passé à côté, les Romain Bardet, les Turgis, Vauquelin, Guilhermet, etc. Ça aussi, ça reste évidemment, ça fait partie des grands tours. Et un autre, il y a Vélo Molo, donc pas trop vite, qui a dit: est-ce que ses adversaires ne jouent pas trop souvent perdant dès le départ? Vraiment, au Tour de Lombardie, j'ai pas regardé toute la course parce que ça, au bout d'un moment, je me suis dit c'est trop dur. Mais j'ai l'impression quand même que quand il attaque, même si son attaque est supersonique, on se dit, bon, allez, on le laisse partir et puis nous, on va faire notre course derrière, même si Remco essaie de repartir dans la descente. Mais moi, j'ai l'impression quand même... Non, mais moi, j'ai entendu ça toute l'année. J'ai entendu ça dès l'Estrade Bianche. Sur l'Estrade Bianche, ça pouvait encore s'entendre, et c'était le début de saison. Bon, et l'adversité était, entre guillemets, un peu moindre. Même si, quand tu regardes les noms derrière, il n'y a pas que des peintres. Mais arrivé au Tour de Lombardie, quand t'es prévenu, quand tu vois ce qu'il a fait sur les championnats du monde, non, t'es pas résigné. C'est juste que t'es impuissant parce qu'il va trop vite. Moi, j'aimerais bien t'y voir derrière quand il attaque. T'es résigné. Bah ouais, le mec, il développe 15 fois plus de watts que les autres. Donc, bien sûr que tu t'es résigné. Sur les championnats du monde, j'ai pas l'impression. Oui, il y a eu quelques temps morts parce qu'il y avait des grosses. Il y avait des grosses nations d'outsiders qui n'ont pas voulu collaborer, mais Van Der Poel et Evenepoel, ils n'étaient pas résignés, c'est pas pour autant qu'ils sont rentrés, donc non. Et Badjoli, il a essayé, il a tenu 500 mètres. Badjoli, c'est le meilleur exemple. Bah ouais, mais c'est le meilleur exemple, Badjoli. Et derrière, donc, non, pour moi, ça tient pas. Il a fait 500 mètres, les plus beaux 500 mètres de sa vie. Derrière, il a explosé, Badjoli en vol. Allez, non, mais c'est comme si toi, t'arrives avec ta Mondeo, là, ta Ford Mondeo 2,3 litres DCI au péage, il y a un mec qui arrive en Lamborghini, tu essaies de lui faire le départ. Bah, tu vas être vite résigné, mais tu auras quand même essayé, tu vois. Oui, bah, ça a été beau. Alors, il y a des propositions. Je sur le net dit: est-ce que c'est possible de faire un second sas pour Pogacar, départ 3 minutes après tout le monde? Ou même ça, attention, hein, parce que ça peut aller très vite. Hein. Voilà, il y a Acola60 qui dit: 3 minutes, la Lombardie, il gagne quand même. Hein. Ouais. Tiens, parlons-en des watts, c'est quand que l'UCI demande que les datas soient publiées? Bah ça, je sais pas, nous qu'il faut demander, mon cher Acola60. Voilà. Et puis après, ça continue, je suis convaincu de battre Poggi au tarot. Bon, allez, j'enchaîne parce que ça devient n'importe quoi, vous connaissez après, ça part dans tous les sens, évidemment. On enchaîne avec les 3 points avant de passer chez les féminines. On va du côté des voilà. Il y a Rémi qui a dit: je veux voir des nouvelles têtes émerger juste très rapidement. Oui, il y a eu quand même quelques nouvelles têtes, mais c'est les espoirs qu'on a vu. Enfin, je veux dire émerger. Je sais pas à quel point, mais on a vu quand même des nouvelles têtes, des espoirs. Quelques-unes, mais pas tant que ça quand même. Hein. Sur le Giro, t'as eu Pellizzari, Piganzoli, t'as eu Castrillo sur la Vuelta avec les cartes Pharma, mais tu peux pas en citer 15 comme ça qui tombent de nulle part. Enfin,
En tout cas, spontanément, ça me vient pas. Ouais, t'en as quelques-uns, t'as quelques petites promesses quand même. Del Toro, même si Jonathan Milan, il nous avait jamais fait une saison comme Oui, ça. oui, mais au Jonathan niveau du Milan, c'est sprint. pas une nouvelle tête. Ouais. Il avait déjà gagné en World Tour, C'est sur pas le une nouvelle tête, Giro. mais tu le citais pas Del parmi le Toro. top 5. Ouais, Del Toro, Del Toro, ok. Magnier le début de saison. Enfin, tu prends Oui, rendez-vous un oui. petit peu. Oui, oui, Enfin, oui, t'en as quelques-uns, mais t'en as pas un je dis million, pas quoi. que. Oui, non, bien sûr. Je suis désolé, je suis en train de rigoler. Je rigole pas par rapport à ce que vous dites, mais je regarde le chat en parallèle. Donc, il a dit, je suis convaincu de battre Poggi. Donc, Otaro, réponse d'Acola 60, moi à l'apéro. Ça m'a fendu en deux. Voilà, je vous le dis. Oui, ça, il y a assez peu de doute. Je pense qu'il y a personne. C'est le Pogacar de l'apéro, on va dire, Acola 60. Et on demande si Théo va bien, puisqu'il a l'air en dépression dans le chat. Donc, vous inquiétez pas. Un peu. Oui, bon. C'est la fin de saison, je suis triste. Ouais, je peux comprendre. Tiens, on va du côté de nos amis les Français avant d'aller chez les filles. Parce que, alors, Ouais. moi, on va aller très vite sur moi, hein, parce qu'il est marqué un Français de retour dans le top 10 mondial. Bon, bah voilà, il n'y a pas eu du tout. Le premier Français, Romain Bien vu Bardet, ça. est 28e. Donc, autant vous dire que j'ai espéré, je n'ai rien vu. Et puis, il y avait plutôt Théo qui disait un maillot de champion de France sur les Flandriennes. Bon, bah là aussi, Ouais, ça. ouais, on l'a pas vu. Puis avec Lapera qui est pas forcément un Ce qui spécialiste. sauve sa saison quand même à Valentin Madouas, Madouas, c'est sa médaille. Mais après, C'était pas la un peu Pera, hein. La compliqué. Pera, sur les Flandriennes, il était pas encore Ouais, champion de Non, mais France. je sais. c'était plus pour Madouas à l'époque. Mais ouais. Voilà, donc c'est en effet compliqué, une saison assez compliquée pour les Français en général, j'ai envie de dire. Il y a une transition aussi qui a été faite, hein, puisque la génération Bardet-Pinot est en train de s'arrêter petit à petit, démarre aussi, voilà. Et donc il y a une nouvelle génération qui est en place avec des Martinez, des Grégoire, des Vauquelin, voilà, on en a parlé. On a vu Paul Magnier aussi. Voilà, chez les Français, donc je pense que voilà, on est à un moment un petit peu de creux générationnel et ça va repartir, j'en suis sûr. Un peu de concurrence pour toi, pour SD Works chez les dames cette année. Alors qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi je suis mitigé, il y a eu de la concurrence, mais plus j'ai l'impression que l'année dernière quand même, Jérémy, chez les féminines, il n'y a pas une razzia de SD Works, même s'ils ont gagné beaucoup. Elle est moins hégémonique cette saison Ouais. quand même. Écoute, bah, c'est vrai que quand tu repenses à l'année dernière, c'était massacre, hein. Elles ont rien laissé à personne. Mais toute l'ironie de la situation se retrouve dans la stat des 69 victoires de l'équipe cette année, qui est un record absolu, et de constater que beaucoup de grandes courses ont été, sinon perdues par SD Works, à minima contestées. Évidemment, il y a des très grandes victoires. La Vuelta de Vålerenga, aucune contestation. Paris-Roubaix, Kopecky qui gagne, ça s'est joué au sprint avec Balsamo, avec Vos, avec Georgie, c'était pas fait. Il y a quand même une victoire à la clé. Maintenant, le Tour de France, comme la Flèche Wallonne, tombé dans l'escarcelle de Canyon. Lidl Trek a récupéré Binda, a gagné la Flandre et a gagné le Giro. FDJ Suez a réussi à prendre un monument avec Grace Brown sur Liège. Donc en fait, quand tu fais le bilan de la saison, évidemment, il y a énormément de grandes victoires. 3 des 4 meilleurs mondiales font partie de SD Works, puisque Kopecky est 1, Vålerenga est 2 et Vibos est 4. Mais tu sens quand même un rapprochement, tu sens que certaines coureuses, certaines équipes se rapprochent. En témoigne aussi l'excellent Tour de France de Puck Pieterse, qui certes a craqué sur le dernier week-end, mais qui a gagné une étape. Justine Guéquier qui a fait briller AG sur en dessous d'Altine. Donc je pense que le niveau s'élève, que de plus en plus d'équipes vont venir contester cette domination de SD Works, et dès l'année prochaine, si on suit un petit peu le mercato, on se rend bien compte que SD Works, oui, aura encore Kopecky, aura encore Vibos, mais que ça va devenir de plus en plus compliqué. Je ne présume pas des qualités de Van der Breggen, je ne sais pas à quel point elle sera compétitive l'année prochaine. Mais les cartes se redistribuent, et au vu de la saison qui a été quand même assez belle, je pense que c'est une bonne pub pour le cyclisme féminin, et qu'on est parti peut-être pour vivre de belles années, finalement à l'inverse de ce qu'on voit chez les garçons. Ouais, c'est vrai que en plus il y a des équipes qui se renforcent. On a vu encore dernièrement le transfert de Cécilie Outrup-Ludwig du côté de Canyon aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Peut-être la FDJ qui récupère le salaire de Cécilie pour faire venir à Vålerenga, mais puis encore là il y a encore du suspense. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont bouger dans les prochaines semaines. Voilà pour les féminines. Rémi avait juste dit une grande victoire de Juliette Labous, mais même pour les Françaises ça a été toujours un peu. Là, les championnes de France. Oui, bon, est-ce que c'est la grande victoire qu'espère Rémi? On ne sait pas, nous ne sommes pas dans sa tête, et donc peut-être qu'il nous enverra un petit message pour nous le dire à ce moment-là. On passe on n'attaque pas avant de regarder tout ce qu'on a dit comme bêtises. Allez, c'est parti.
Avant de passer en attaque ou en attaque pas, je sais que vous avez hâte, on va faire une toute petite page de publicité. Si vous êtes à la recherche d'une assurance pour assurer votre vélo de course ou de gravel, sachez qu'il existe l'ACA. En fait, l'ACA, c'est une communauté de cyclistes passionnés comme vous et moi. Et contrairement aux assureurs traditionnels, avec l'ACA, votre cotisation varie en fonction du nombre de sinistres, mais ne dépasse jamais votre plafond personnel, ce qui vous garantit toujours un prix juste, mais surtout transparent. Que vous cassiez votre vélo lors de votre sortie du dimanche, en course, ou alors sur Paris-Chauny, l'ACA vous protège, et puis vous pouvez mettre en pause ou stopper votre assurance quand vous le souhaitez, et sans aucun frais. Et puis avec Saderail, vous obtenez 1 mois d'assurance gratuite. Pour cela, il faut aller sur le site laca.co et taper ce code Saderail tout attaché pour obtenir aussi des devis rapides et assurer votre vélo dès aujourd'hui. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Transition assez facile parce qu'on parlait des féminines, il y a eu le vélo d'or qui sont tombés, alors il n'y a pas eu vraiment de surprise, peut-être du côté du vélo d'or français, puisque on me dit dans le chat que pourquoi Bunel n'est pas nominé au vélo d'or français, ça c'est pour les filles évidemment. On est les combats qu'on veut, hein. Ouais, voilà, donc... Bunel, alors attends, j'adore Marion Bunel, hein, vraiment, une espoir très talentueuse, mais Ballon d'or français, c'est quand même... Après, un peu haut quand même. Et il a quand même dit non, c'est quand même assez large. Et j'ai une petite question par rapport à ça. Evita Music vs Romain Bardet, qui gagne selon vous? Parce qu'en termes de saison, quand même, certes, Romain Bardet a gagné sur le Tour, on a essayé de cette deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège, mais Music a fait une sacrée aussi année. Moi, je trouve que c'est assez serré. Je sais pas ce que vous en pensez, Jérémy, Théo, par rapport à ce duel. Pour moi, c'est le duel de vainqueurs, mais bon, après... on est toujours pas à l'abri de surprise. Je pense quand même aussi que Carvajal peut avoir son mot à dire parce qu'elle a gagné sur le Tour, ce qu'on n'a pas fait Evita Music. Et ça marque les esprits quand même, les grandes victoires. Pour revenir sur ce duel, le fait d'armes de musique, c'est quand même d'avoir été l'une des seules à battre Voliering à la pédale sur une arrivée au sommet. C'est vrai qu'elle a fait une belle Vuelta, qu'elle a fait un beau Tour de France. Maintenant, pour moi, ça manque d'un gros truc, d'une grosse perte, d'une grosse victoire. Elle l'aura peut-être prochainement, mais pour cette année, si tu me demandes de choisir entre Music et Bardet, à partir du moment où Bardet il a porté le maillot jaune du Tour pour la première fois de sa carrière et qu'il a gagné une étape au panache devant tout le monde avec son coéquipier, enfin c'était vraiment en termes d'émotion, c'était incroyable. En plus de ça, tu rajoutes sa deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège, le meilleur des autres. Bah pour moi, rien que ces deux faits d'armes suffisent à te mettre dans le match. Et puis, alors, il sera pas élu, mais on n'oubliera pas quand même que Christophe Laporte fait quand même une deuxième partie de saison au vu de sa condition et des problèmes qu'il a eu au préalable, plutôt solide, parce que le gars a fini par une médaille olympique et Paris Tour, donc chapeau à lui quand même. Je fais une parenthèse, évidemment, il y a Pauline Ferrand-Prévot qui est nommée dans cette catégorie, donc elle gagnera, mais nous on parle de la route, évidemment. Oui, on parlait que de la route. Ouais, parce que Ferrand-Prévôt, elle a fait qu'une seule course, hein, évidemment, sur route, on l'a vu. On a fait tout un pataquès, finalement. On est sûr qu'elle gagnera. Certes, elle est championne olympique, mais... Je sais pas. Elle n'a pas gagné la Coupe du Monde. Sur la route, elle n'a rien fait. Je suis pas sûr, moi, qu'elle gagne. Écoute... T'as voté quoi? C'est très bien que moi, ma voix ne compte pour du beurre. Attends, en tant qu'animateur du podcast numéro 1 du cyclisme sur l'équipe, tu n'as pas le droit au chapitre. Attends, c'est pas possible. Je suis là pour faire briller les autres. Ouais, bien sûr. Bon, pas au quiz en tout cas. Théo, tiens, un petit avis là-dessus? Non, mais comme l'a très bien résumé Jérémy, c'est la densité vs le coup d'éclat. Et dans les distinctions, on a plutôt tendance à choisir le coup d'éclat plus que la densité. Donc voilà. J'irai plus vers Romain Bardet, qui pour le coup, en plus, il y a une petite symbolique, c'est sa dernière vraie saison entière. Je pense que les gens qui voteront auront plus à cœur de récompenser cette dernière tournée. Que la saison qui est très costaud, hein, ça n'enlève rien à la saison d'Evita Music, mais qui aura encore le temps de faire encore mieux, je pense. J'étais en train de chercher si il l'a déjà eu, parce que vous savez, hein, c'est sur le tard que c'est a été bien spécifié. Est-ce que Romain Bardet a déjà eu le vélo d'or français? J'étais en train de regarder très vite. Bon, je vois pas. Tant pis. Peut-être dans le chat vous avez la réponse. L'année où il fait 2 du Tour, il doit pas être bien loin. Hein. Ouais, mais tu sais, ils ont. Ça existait déjà. Ouais, ils ont différé les rubriques vraiment très tard. Donc. Oui, peut-être, oui. T'as peut-être raison. Je sais pas. Sinon, dans le reste du monde, il y avait le Tour de Guangxi, mais ça, plus personne ne regarde ou pas. Je sais même
Wempa qui a remporté l'étape aujourd'hui, donc pour vous dire. Lionel Tamigno. Ok, bah je suis très content pour mon Lionel. Il y avait un beau sprint et c'est Mylène Dezouk qui a gagné chez les femmes à Changming pour ton information. Ouais, tout à fait. C'est ce que je suis en train de regarder. Voilà, donc on est du côté de la Chine pour terminer la saison. Il y a aussi le conducteur qui a provoqué la mort de Davide Rebellin, qui a été condamné à 4 ans de prison. Voilà, dans les autres. On rigole, mais le Tour de Guangxi, il y a un petit espoir pour qu'un Français gagne une course World Tour, hein, mine de rien. C'est en Chine, on s'en fout un peu. On en est rendu, quoi. Ouais. Non mais attends, tu le comptes. Entre Sivakov, Victor Lafay qui y sont, on sait jamais, hein. Ouais, mais tu le comptes? C'est-à-dire qu'après Moreau 2007, tu vas te dire, ah ouais, quand même, les gars. Ça met fin à la stat, hein. Franchement, ouais, c'est vraiment pour les stats, parce que tu dois pas compter ça. Tu dois pas considérer que le vainqueur de Guangxi succède à Christophe Moreau sur le Dauphiné. Enfin, faut quand même remettre un minimum de contexte. Quand Paul Sexas va gagner Paris-Nice en 2032, tu vois, on sera là en mode, ah ouais, bah, elle a mis la disette, mais depuis le Tour de Guangxi. Non, mais statistiquement, tu la comptes. Mais tu me dis, à la limite, une Catalogne, une Romandie, un Pays-Bas, je te dis, ok, pas de problème. Là, oui, bah, heureusement. Bon. Voilà, et j'avais dit aussi que bravo à Emilien Janière qui a gagné le Tour de Kyushu, aussi en Asie, bravo. Et qui a gagné un gros poisson d'ailleurs, j'ai vu sur le podium, c'était très sympa. Et des points UCI pour Total Energy qui en a bien besoin. Allez, c'est parti, on va aller direction nos paris de l'année 2024. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Donc dans nos paris, on a eu pas mal de petites choses. On avait commencé par la star. On va pouvoir aller un peu plus vite sur cette partie puisque on était plutôt bon, je veux dire, cette année. La star de cette année, il y a eu du Van Der Poel pour Jérémy et Théo aussi. D'ailleurs, Van Der Poel, j'allais dire, Rémi et moi avons mis. Ouais, vous aviez Pogacar, vous, les deux là. En vrai, il n'y a aucune mauvaise réponse dans ce qu'il y a eu là parce qu'il y a eu quand même une hégémonie de la part de Van Der Poel sur les Flandriennes. Il a été là quasiment tout le temps. Il y a certes quelques déceptions, mais ce sont les deux stars de l'année de toute façon. C'est pas planté là-dessus. Oui, avec Remco quand même. Hein. Oui, avec Remco, bien sûr, évidemment, mais bon. La deuxième partie de saison de Van Der Poel, elle est quand même... Oui, c'est moyen. Heureusement qu'il gagne le championnat du monde de gravel, même si certains vont dire que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que entre Roubaix et le gravel, il passe un peu à côté sur les jeux. Bon, il fait 3 quand même des mondes, hein. C'est quand même pas honteux, mais je suis d'accord, il aurait pu faire un meilleur Tour de France, il aurait pu finir avec plus de victoires. Alors, dans le chat, Anto, il me dit j'avais mis quoi déjà? Il était pas là, l'émission, il faut vraiment... Il était pas là, il avait séché encore, il était au bar. Personne n'avait mis Jacques cette année. Ça c'est con, ça. Qui est un ancien, parce que c'est vrai qu'il avait pas oublié que c'était... Tout le monde pense que Jacques a 38 ans, mais il est toujours dans sa vingtaine. Et il fait toujours partie de nos coups de cœur avec Marc Padoun, évidemment. La surprise de l'année. La surprise de l'année, Van Empel pour Jérémy. Alors, je sais pas à quel point ça a été... à quel point tu voulais mettre 0. Il a fallu quand même quelques petits trucs, mais c'était pas non plus... Non, mais Van Empel, à partir du moment où elle a commencé la route l'année dernière, qu'elle est déjà championne du monde de cyclocross, qu'elle massacre tout le monde l'hiver, tu t'attends à plus. Là, j'ai noté, hein, elle fait 8e de la flèche. Ok, why not? Et 3 échappés sur le tour. Mais le bilan, globalement, il est très largement insuffisant. Mais est-ce qu'il n'est pas meilleur que Ben Tulette, Jérémy? Qui était la surprise de l'année 2024 pour Théo. Pour être très honnête, je suis allé vérifier les stats de la coureuse que j'avais mis en lumière et je suis pas allé checker ce qu'avait fait Ben Tulette. Mais c'est vrai que de tête, je suis pas capable de te citer de performance. On peut y aller, hein, si vous voulez. Alors, je suis en train de regarder quand même. Il a fait 8e, 9e d'une étape du Tour de Suisse, quand même, pas mal. Et il a fait que 5 courses cette saison. Il a été blessé tout le temps, hein, ou. Non, il a été blessé. Non, il a été éloigné pendant quelques temps. Ça t'arrange bien cette histoire, j'ai l'impression. J'avais mis Johan Essen pour moi, c'est pas beaucoup mieux aussi hein, en termes de surprise. Ouais, mais alors Johan Essen, pour moi, pour que ce soit une surprise, faut vraiment qu'il gagne beaucoup parce que la saison qu'il a faite, pour moi, c'est pas une surprise, hein, c'est dans les standards. Oui, non, mais c'était genre, il va faire un podium de Liège-Bastogne, j'en sais rien, un truc dans le genre, mais ouais. Finalement. Donc c'est pas validé du tout, quoi. C'est pas validé, ça fait un bon 0 pointé, bravo à vous. Pour les espoirs de l'année, vous aviez mis un gros, sauf Théo qui avait rien mis, qui avait complètement séché cette partie. Il y avait un gros, tu avais mis Delis pour. Il fait ce qu'il arrange, j'ai l'impression. Arnaud Delis pour les sports de l'année, évidemment. Il a fait une très belle saison, même je trouve dans un registre qui est un peu différent. C'est juste que en termes de sprint, il était moins présent qu'en termes de dinguerie sur des petites côtes. Je sais pas ce qu'il veut faire Arnaud Delis, mais il est assez.
quand je mets Dolly en ce début de saison, alors c'est difficile de l'évaluer parce que c'est vrai qu'il a beaucoup gagné, qu'il a fait forte impression, qu'il a battu les Cadors au sprint sur le championnat de Belgique, qu'il a fait un tour somme toute correct même s'il n'a pas gagné. Mais quand je mets Dolly en début de saison, vraiment je m'attends à ce qu'il passe un gros cap sur les grandes courses. Ouais. Et à part Québec pour l'instant, il n'a pas de course exceptionnelle au palmarès catégorisé World Tour. Et je suis un peu encore sur la réserve par rapport à Dolly, parce que le potentiel est là, il fait plaisir à beaucoup de monde, il court pas toujours très intelligemment, mais il est toujours là quand même pour mettre le bazar sur les courses. Mais pour moi, il n'a pas encore passé ce cap, tu peux pas le considérer comme un espoir accompli. Et qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Noah Hobbs, que tu avais mis en espoir de la saison Noah Hobbs, il s'est un peu réveillé sur les dernières courses. Il y a quelques placettes dans les sprints du Tour de Grande-Bretagne. Il y a 2 victoires sur des classes 2 sur le Tour d'Alsace. Encore un peu juste. Je suis pas catégorique sur lui. C'est pas encore probant, évidemment, mais j'attendrai un an de plus pour juger. Très bien. Du coup, Rémi avait mis Del Toro et Oscar Onley. Bon, c'est pas. T'avais mis quoi, moi Ah oui, mais toi, c'est un blanc. T'avais rien mis. T'étais en train de réfléchir. T'es toujours en train de réfléchir. Non, Rémi avait mis Del Toro, mais je pense qu'on avait dû le tourner après le Down Under. Tout à fait. Ah oui, forcément. Bien vu. Moi, j'avais mis Ayuso pour passer un step, tu vois, genre. Mais bon, finalement non. Il a pas fait. Il fait mieux, mais après bon, il est dans une équipe où il a pas forcément le lead. Et j'ai mis Lamperti, mais j'attendais vraiment mieux de Lamperti. Voilà, j'avais dit qu'il allait prendre la suite de Jacobsen. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais que c'était scellé lui, mais bon. Il fait une première saison correcte, hein, c'est pas non plus catastrophique. C'est clair, il fait déjà d'ailleurs un premier grand tour et tout, mais je m'attendais à un tout petit peu mieux de sa part. Voilà. Bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Ils ont le temps de briller. Dans nos déceptions, tiens, ceux qui ont déçu cette année. Bon alors, Jérémy. Je suis réécouté tout à l'heure. Jérémy. On commence par toi, mais t'es pas le pire. Vous allez voir. Vlasov. Alors, Vlasov. Ça fait longtemps que je sais que je vais ramasser sur cette rubrique-là, et c'est entièrement mérité parce que j'ai joué Vlasov et que je pensais vraiment pas le voir à ce niveau-là. Je vois que t'as mis un petit complément d'information pour me couler, et t'as bien raison, 15e mondial, donc ça peut pas être la déception. C'est une plantade, faut reconnaître. Il a fait une très très belle saison sur les courses par étapes, d'une régularité exemplaire. Encore là pour entourer Roglic sur sa Vuelta, donc non, pas grand chose à redire, si ce n'est que Vlasov n'avait pas gagné depuis 2022, il a une étape de Paris-Nice, mais c'est tout. Donc en termes de victoire, c'est pas non plus extravagant, mais la régularité de sa saison fait que tu es obligé de le considérer comme un des top coureurs. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de cette rubrique, et quand je vois Pascal Théo, il y a pire que moi. Alors, parce que tu dis une plantade complète. Je vais me déconnecter, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Plantade complète. À bientôt. Mais qu'est-ce que tu penses du doublé pied gauche, pied droit de Tulette, suivi de déception Jorgensen de l'année de Théo, qui a été parfait pour l'instant. Jorgensen qui a fait une saison incroyable. Merci Théo. Écoute, je vais pas trop me moquer parce que il a la catégorie d'après, il va rehausser un peu le niveau. Mais oui, le doublé. En vrai, j'avais des arguments, mais. Ouais. Non, mais le doublé là, c'est Paris-Roubaix Tour des Flandres. Voilà. Non, c'était pas. Ça va. On a vu pire, mais c'est vrai que bon. La semaine sainte. Non, mais tu es d'accord, tu es obligé de dire que bon. Théo, mais à coup pas le plus total. Hein. Il m'a absolument. Absolument surpris. Tout à fait. Bon, comme beaucoup de. C'est-à-dire que pas surpris, mais disons, je pensais qu'il aurait moins de. Après, le fait que Vingegaard soit sur le flanc pendant quelques temps aussi, et que Van Aert également était pas sur les classiques aussi, fait que je pense qu'il a eu un leadership un peu plus affirmé qu'il ne l'aurait eu si tout le monde avait été là. Voilà. Le problème, c'est que là, au 20 mars, c'est niqué, quoi. Dès la fin de Paris-Nice, tu sais que c'est pour un flop. Oui, tout à fait. Bon, t'as des encouragements en tout cas dans le chat en disant Jorgensen, on aurait pas pu. Il faut faire des paris en vrai. Voilà. La type qui dit t'aurais pu mettre O'Connor quand même, mais voilà. J'aurais pu mettre Marc Sarro en déception, mais ça aurait pas apporté grand chose. C'est vrai. Par contre, Rémi, très bon, Rémi. Hein. Rémi a Itao Gegenhardt, c'est vraiment bon, après beaucoup de problèmes. Godu, alors jusqu'à la Vuelta, c'était vraiment bien. Après, bon, est-ce que déception quand même, mine de rien, ça fait partie des déceptions de. Non, mais la Vuelta, c'est encourageant, mais ça
ça rehausse pas. Enfin, c'est pas que ça rehausse forcément, mais ça ne sauve pas la saison. Alors, vous allez m'aider par contre pour Pidcock, parce que moi j'avais mis Pidcock. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, il a quand même gagné l'Amstel, mine de rien. Donc il est champion olympique. Oui, il a gagné l'Amstel, il est champion olympique. Je m'en fiche de ton truc de champion olympique, c'est pas sur route. Attends, quand tu prends des mobilettes, mais tu vas pas nous le faire. Là, t'as mis 15e mondial, 11e mondial pour nous enterrer sur Vlasov Jorgensen. Tu vas prendre la médaille d'or olympique en pleine face. Il n'y a aucune chance qu'on te le valide. Ah, bon. C'était son objectif de la saison. En plus, il gagne l'Amstel. Il fait quoi ? Il fait 2 d'estradés ? Non. Il m'a déçu. Moi, il y a eu beaucoup de déceptions. Non, beaucoup de déceptions. Non, mais Théo, il va falloir monter une cabale contre son patron parce qu'il nous prend pour des cons. Attends, dans le chat, on met mes 3 flops de la saison, Pidcock, Kuss et Tao Gegenhardt. Et bah voilà. Oui. Oui, mais t'es champion olympique, tu gagnes l'Amstel, t'es un flop. Bah d'accord, il y a beaucoup de coureurs qui aimeraient être des flops dans le peloton. Attends, mais à côté, il a fait quoi ? Il a rien fait, ça sert à rien, ça. Bon. Voilà, donc pour nos flops de l'année, quelqu'un avait vu Van Envelt cette année, ce que demande Justino59. Non, mais si un jour il y a James, etc., il aurait peut-être pu nous donner ce genre de coureur, même s'il en annonçait beaucoup. Et depuis, on n'a pas vu grand-chose. Les Français, donc le Français de l'année, je parle pas de Van Envelt, je parle de Belges qui ont été annoncés. Le Français de l'année, la palme, le vélo d'or 2024, c'est pour Jérémy, puisqu'il a donné Démarre, et c'est une bonne réponse puisqu'il a gagné Paris-Chauny. Et ben voilà. Je vois pas quoi ajouter. Il a gagné la plus belle course au monde. J'avais dit que ce serait le Français de la saison. J'ai gagné. Bravo, pas mieux. Bravo Jérémy. C'est donc le Français de la saison. Théo, tu avais dit les jeunes Français. C'est compliqué, complicado. Mais bon, écoute, il s'est relancé là, donc il s'approche des 100 et peut-être ce sera pour l'année prochaine. Mais oui, la saison. Ouais. Pas grand chose à redire, il est passé à côté. Compliqué avec ce changement d'équipe. Théo, donc les jeunes Français de la Soudal, alors oui et non. C'était pour avoir un petit pas de côté, et en vrai, Paul Magnier, jusqu'à preuve du contraire, fait une première saison tout à fait correcte. Antoine Huby un peu moins, mais il y a eu quelques petits soucis, donc voilà. Mais je suis pas si à côté de la plaque que ça. Je suis sur la plaquette. Elle est bonne. Hein. Pour moi, elle est pas correcte. Elle est même très bonne la saison de Paul Magnier. Ouais. Non, franchement, pour une première saison, je m'attendais. En fait, tu vois, j'attendais cette saison-là de Lamperti. Voilà, je vais pas vous mentir à la place de Paul Magnier, mais à la base, Paul Magnier. Au tout début de saison, Magnier lançait Lamperti. Ouais, mais c'est pour ça que. À la base. Bon, en tout cas, ça s'échappe dans le chat sur Pidcock. J'ai bien fait de le lancer tout ça. Alors Rémi avait mis la porte et moi rien, donc je vais prendre la porte de Rémi. Je sais pas pourquoi j'ai pas réagi là-dessus. Oui, fais comme ça t'arrange, bien sûr. Prends le médaillé d'argent olympique. Mais à partir du moment où quand t'es champion olympique, t'es un flop, si t'es médaillé d'argent, on te prend pas non plus. C'est nul. Et Bardet aussi, j'avais mis Bardet. Après, bronze. Grosso modo, je trouve quand même la saison de Laporte 2023 supérieure à sa saison 2024. Évidemment. Oui, tu peux quand même la ranger comme une petite déception. Alors, il y a des circonstances évidemment qui l'expliquent, mais Paris Tour et l'argent aux Jeux Olympiques, finalement, il sauve un peu le tintouin, mais. À Jumbo, tout le monde a baissé, sauf Jorgensen. Donc, cherche pas, laisse tomber, Théo. Il y a que Jorgensen qui a brillé plus que l'année dernière, même si t'es pas chez Jumbo. Non, mais la vraie grosse déception, en revanche, chez Visma, on en a pas parlé, ça a été cité, mais Sepp Kuss, par contre, paye les 3 grands tours de la saison dernière. Là, franchement. Mais Rémi l'avait dit en début de saison. Et Utebrooks aussi, parce que Utebrooks aussi, c'était compliqué cette année. Rémi avait dit, je mets pas Kuss parce que c'est sûr que ça serait une déception cette année. Et ce qui était vrai, c'est que c'était quand même annoncé qu'il n'allait pas faire aussi bien. Tiens, tu parlais des équipes, parce qu'on a dit l'équipe qui va flamber, qui va nous intéresser. On va prendre ça comme thème, puisque Théo, tu as insisté avant l'émission. Jérémy, tu as mis Lidl Trek. Tu as été plutôt comblé, mon cher Jérémy, sur Lidl Trek. Je trouve que ça a été une des équipes les plus intéressantes de la saison, ça c'est clair. C'est une belle équipe, c'est une belle équipe avec des Pedersen, avec des Milan. Non, puis c'est une belle équipe aussi chez les dames. Je sais plus ce que j'avais dit. Moi, j'ai pas réécouté le podcast début de saison, mais chez les dames. Il y avait quand même de la qualité entre Longo Borghini, Rialini, Balsamo. Elles ont fait une très très belle saison. Donc Lidl Trek dans son intégralité, a fait une belle saison avec leurs armes. Le début de saison de Pedersen est monstrueux. Malheureusement, il n'a pas réussi à convertir derrière sur les monuments, mais parce qu'il y avait plus fort. Peut-être déception quand même sur certaines courses pour Schielmose.
notamment la Flèche, puisqu'on avait annoncé comme le grandissime favori que les conditions étaient compliquées, mais comme c'est un Viking, c'est un Danois, on s'était dit il était habitué, non, malheureusement il était transi. Mais globalement, c'est une belle équipe, faut reconnaître. Gegenhardt et Skelmose, c'est quand même une limite. Hein. Ils n'ont pas, pas de leader fiable sur un grand tour. C'est ce que tu peux seulement leur reprocher parce qu'ils ont deux sprinters de grand talent, des équipiers partout, des punchers, des T-Bone des machins, des trucs. Voilà, c'est exceptionnel. Mais sur les grands tours, c'est un peu plus discret. Tu sens vraiment qu'il a fait des généraux, pardon, mais un peu à contre-cœur. Donc, je suis pas sûr que ce soit là, dans ce style de course-là, qui s'éclate le plus. Gegenhardt, malheureusement, c'est poisse sur poisse. Et Skelmose, son pari de ne faire qu'un grand tour, axer sa deuxième partie de saison sur la Vuelta. Ouais. Il fait 5. Moi, Skelmose, pour l'instant, c'est plus un coureur de course d'une semaine que de grand tour. Hein. Ouais, après, après, il y a un gars dont on parle pas, c'est Scoins aussi, qui a fait une bonne saison. Ouais. Non, mais c'est dur de trouver, c'est ce que je voulais dire, c'est dur de trouver son leader pour le classement général, surtout qu'en ce moment on a compris que c'était difficile de pouvoir se placer. Donc, puis derrière ils ont Söderqvist et tout, donc franchement même la Lidl Trek développement elle est costaud. Et puis le recrutement qu'ils font pour l'année prochaine, bon bref. Ils se cherchent, mais ils vont trouver. Alors tu as mis l'équipe, donc ton équipe c'était la DSM, mon cher Théo. Tu as été déçu par ta DSM ou pas alors? Moi, je l'avais mise en curiosité, je l'avais pas mise en c'est l'équipe qui va casser la baraque cette saison. Peut-être que je remixe un peu les choses, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Donc, il y avait un pari Jakobsen, retour de Barguil. Jakobsen, déjà, le pari, il est complètement raté. Heureusement que Romain Bardet est là pour ramasser la majorité des points UCI de DSM, mais l'année prochaine ils seront vraiment à cran parce que là, on rappelle que la relégation World Tour c'est fin de l'année prochaine, donc là on va commencer à reparler points sévèrement l'an prochain. Et Romain il va faire un bout de saison l'an prochain, donc ils ont quand même intérêt à marcher dès le début de saison prochaine pour mettre des points. Sincèrement, le vivier, il est pas fou pour prendre. Si Jakobsen ne remarche pas sur les sprints pour aller marquer des gros points, compliqué l'histoire, DSM. Ouais, c'est vrai que même les jeunes ont du mal vraiment à progresser. On a vu ça fait quand même depuis un petit moment que les poules on les voit bien, mais ça a du mal à passer à encore un step supplémentaire pour la DSM. Bon, c'est pas la seule équipe en difficulté dans les prochaines saisons. Rémi avait mis la Bora. Alors bon, oui, la Bora évidemment avec son équipe fantastique, ça a été plutôt bien cette année. Et moi, j'avais mis la Groupama FDJ, mais j'étais plus dans le mode Théo. Je suis curieux de voir ce que ça fait. Bon, voilà. C'était cool. On va pas reparler de la gestion de Lenny Martinez, mais c'est quand même. Oui. Il y a eu du bon Laurent Spitty au début, mais en fait, le problème, je pense que la Groupama FDJ, il y a eu trop de problèmes, des jeunes qui sont en fin de contrat et tout, ça a pourri une bonne partie de leur saison. Pitty, il était en forme au début, après on l'a plus vu. Martinez, on l'a obligé d'aller sur le tour, c'était un bordel. Il y avait Romain Grégoire, ça encore, c'est une belle saison, mais bon, on attend encore mieux de lui, donc il y a pas mal de choses qui ont fait que la saison de la FDJ, Groupama FDJ est assez mitigée dans l'ensemble. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ok, c'est l'heure du quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Allons-y. Oui, alors déjà, avant de commencer, le VAR a été utilisé lors du dernier quiz pour réattribuer la victoire à Théo, je le rappelle. J'y crois pas trop. Puisque Johan Tritz nous avait un petit peu berné. Aujourd'hui, on va parler du meilleur coureur français de l'année, Arnaud Démare. Voilà, le contre-pied. Bien joué. Je vous ai préparé un quiz sur le vainqueur de Paris-Chauny. Il y a combien ? Il y a 8 questions. Mais il y a des questions qui valent plusieurs points parce qu'il y a plusieurs réponses. Donc voilà, il va falloir... Évidemment, Johan, tu relayes le chat puisque je ne suis pas sur Twitch, contrairement à ce que vous pensez. Très bien. Nous écoutons tes questions. Une question avec une seule possibilité de réponse, la première. Donc il n'y aura qu'une seule possibilité de réponse par personne pour cette première question. Quelle est, dans le palmarès d'Arnaud Démare, la première victoire sur une classique World Tour ? Francfort, Eschborn, pardon. Non,
C'est une mauvaise réponse. Tu ne peux plus jouer. Ok. La Paris première Tour, à classique l'époque où World Tour c'était World d'Arnaud Tour. Bah ouais. Et c'est pas Paris Tour. On va prendre une réponse du chat et ensuite je vous donnerai la réponse. Alors, MSR, dit Samish. MSR. Ben non, c'était la Cyclassix. T'avais le bon pays, mais pas la bonne J'ai ville. hésité, sa mère. Je suis bête, j'ai confondu entre les deux, j'aurais pas dû. Deuxième question, c'est peut-être la plus difficile. Arnaud Démare est triple champion de France, vous le savez, 2 fois il s'est imposé au sprint devant Nasser Bouhanni en 2014 et en 2017. Eh bien, je veux le nom des 2 coureurs cette année-là qui ont fait 3 en 2014 et en 2017. C'est très compliqué, il y a 2 points à la clé, donc 2 possibilités de réponse par personne. Tu peux répéter la question pour être bien sûr, s'il te plaît, ça te dérange pas. Championnat de France 2014, championnat de France 2017, 1 Démare, 2 Bouhanni et 3. Qui fait 3 ? C'est pas le même, hein. Il y a 2 coureurs. Je vais tenter déjà un Laporte. Non, mauvaise réponse. Je dis que c'était très difficile, hein, donc c'est pas des noms évidents comme ça. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a un Tronet qui a été lancé par Anthony Nicolas. Mais Non, il n'y a pas de Tronet. Je vais donner un indice. Dans ces 2 coureurs, il y en a un qui a le même prénom que moi. Et il y en a un autre qui a commencé un peu ses activités de consultant. Il y a Jérémy Lecroc. Non, c'est pas Jérémy Lecroc. Il y a Vachon qui a été donné dans le chat. Je sais pas si c'est bon. Il y a Bouhanni aussi. Alors il y en a qui n'ont pas compris. Un Roy aussi, Jérémy Roy. Jérémy Roy. Jérémy Roy, c'est pas bon. Leveau, Jérémy Leveau. Il y a beaucoup de... Jérémy Leveau. Bah Qui ? C'est le chat ou c'est toi ? Non, c'est moi. C'est parce que c'est lui d'un coup un Jérémy. Je cherchais le Cro, Leveau. Voilà, ça a été. Merci, ça m'a mis sur la piste. Leveau, c'est Ah, mais bon. il avait plus le droit de jouer normalement, ça compte pas. Ah oui. Non, vu qu'il y a eu 2 c'est propositions. le chat qui peut plus jouer. Et le dernier, vous l'avez pas ? Celui qui a commencé ses activités de consultant ? C'est Kevin Reza. Oh, Qui, Si, 2 secondes. Samy, je viens de Bon, le réponds. donner ensuite sur le gong, évidemment. Kevin Reza. Alors, consultant chez qui, pardon excusez-nous, parce qu'on n'est pas... Bah, l'équipe, hein. Il me semble qu'il a commenté avec Théo, si je dis pas de conneries. Ouais, mais bon, comme Johan m'écoute pas, c'est pas très grave. Non, moi, je n'écoute que toi. Voilà. Je coupe quand les autres parlent. C'est pour ça. Donc, 1 point pour Johan Tritz et rien pour les autres. On parlait de San Remo tout à l'heure. Question à 2 points. Donnez-moi les 2 coureurs qui l'accompagnaient sur le podium. Oh, putain. Ben Swift. Ben Swift, 1 point. Ça fait 2 pour Ouais, Johan c'est Tritz. beau. C'est beau. Et je me demande si c'est pas... J'hésite. Jürgen Roland qui fait 3. Jürgen Roland, absolument. Ça fait 3 points pour Johan Tritz. Oh, je sais pas d'où Costaud, c'est venu. Johan Tritz. Oh là, bah, je sais pas d'où c'est venu. On va rester sur une question à 2 points. Il a gagné 2 fois sur le Tour de France. Dans quelle ville ? Nancy, ça c'est sûr. Non, c'est pas bon. Oh, ça partait de Nancy alors. Ah, il a gagné par chez moi. Limoges. Pau. J'ai pas entendu ? Limoges. Limoges. Non, pas Limoges. Pau a été donné dans le chat. Pau, ouais, 1 point pour le chat. Pau, effectivement. Et la deuxième, c'est Vittel. une marque d'eau minérale. Vittel a été donné dans le chat aussi, mais c'est pour ça, c'est chez moi dans les Vosges. C'est parti de Nancy jusqu'à Vittel. C'était une erreur de ma part. Enlève-moi 1 point. 3 pour Johan, 2 pour le chat. Et la 5e question ne vaut aucun point. Alors écoutez bien l'intitulé, qu'on n'ait pas de mésentente. Sur quel classique World Tour Arnaud Démare a-t-il fait 2e et 3e, mais sans jamais gagner ? Ah, c'est dur. Bah, Eschborn Francfort. Non. Sans jamais gagner Je 2e. vais C'est essayer. une classique. Gand-Wevelgem. Gand-Wevelgem, bonne réponse de Johan Tritz. Ça fait donc 4-2. Attention, il y a 3 points en jeu pour la question suivante, puisqu'on parlait tout à l'heure de Paris Tour. Monsieur Sakian, vous savez qu'Arnaud Démare a gagné. Oui, pardon. juste dans le chat, je ne regardais pas, mais il y a eu un Gand-Wevelgem qui a été donné. Peut-être regardez le VAR si le point me sera attribué après derrière, évidemment, parce que devant les yeux, j'ai vu un Gand-Wevelgem derrière. Mais bon. Je réattribue le point au chat et on verra ensuite si c'est pour toi ou pas. 3-3-0. Arnaud Démare a donc gagné 2 fois Paris Tour. Il y a 3 coureurs qui ont gagné 2 fois Paris Tour également depuis 2000. Je veux les 3 noms. Il n'y a pas Arvesen? Non, il n'y a pas Arvesen. Il n'y a plus que 2 possibilités de réponse. 3 coureurs qui ont gagné au XXIe siècle 2 fois Paris Tour. Il y en a un qui est très 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 connu, il y en a un qui l'est également, qui a été champion d'Europe, et il y en a un qui est un peu moins connu, mais
qui a couru dans une équipe française récemment, donc qui depuis est à la retraite, et qui est belge. Bah, c'est Boasson Hagen. Je suis con. Non, il n'est pas belge, Boasson Hagen. Tu n'as plus qu'une possibilité de réponse. Je vais donner d'autres indices. Et Bonnen, le champion d'Europe. Bonnen dans le chat, Trentin et Gilbert. Trentin, Gilbert, c'est bon, et le troisième, c'est Bonnen qui était donné. Non, Bonnen, c'est pas bon, mais on cherche toujours ce Belge. Ce Belge qui avait battu, il me semble, Vauclair sur une arrivée de Paris-Tours, de tête. Initial JW. JW. Yesse Wallace. Oui, c'est pas Yesse, c'est Yelle, mais ça marche quand même. Ça va, je me suis embourbé, mais... 5-4. Septième question. En 2022, Arnaud Démare est vice-champion d'Europe. De qui est-il le dauphin? Arnaud Démare est champion d'Europe avec qui? Non, il est vice-champion d'Europe. On cherche l'homme battu. Nizzolo qui était dans le chat. Non, c'est pas Nizzolo. Le chat ne peut plus jouer. Ah, c'est Viviani alors. Non, c'est pas Viviani. C'est un néerlandais. Il reste plus que Théo pour donner une réponse. Théo, sauve parce que pour l'instant on est sur les Italiens dans le chat, donc je dirais. Jacobsen. C'est Fabio Jacobsen. Premier point pour Théo. Bravo. 5-3-1. Il ne reste plus que 2 points à attribuer. Donc Théo, tu ne joueras pas sur cette dernière question. Johan, tu ne peux gagner que si tu donnes les 2 points. La première victoire en Europe d'Arnaud Démare, c'était sur le Grand Prix Samin en 2012. Depuis 2012, 2 autres Français l'ont gagné. Qui s'agit-il? Je sais. Je sais. Je peux jouer? Non, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux plus jouer parce que tu ne peux plus gagner. Envoie-moi un texto. Je dirais Sénéchal. Sénéchal, c'est bon. Un point pour Johan. Il faut que tu aies le deuxième avant le chat pour gagner. Double H. Double H. Ouais, Hofstetter vient d'être donné dans le chat, évidemment. Ouais, c'est le chat qui va gagner ce soir avec Hugo Hofstetter. Effectivement, c'est un peu sa course de prédilection. Victoire du chat ce soir, bravo. Ah, il y avait beaucoup de monde dans le chat là. Il y avait Latib, il y avait Samish, il y avait Ben Cassefreter, il y avait Raccoon. Enfin, franchement, il y avait une belle armada là. C'était difficile. Ouais, et surtout le chat gagne avec 2 points d'écart en prenant la dernière question, donc ce qui va m'éviter de faire le VAR, puisque de toute façon ça ne change rien. D'ailleurs, il y a Akola qui dit il était aussi, moi aussi, il dit il était dans le chat, mais bon, pour tu vas voir là, pour le prochain podcast, il va t'expliquer qu'il a gagné le quiz d'avant. Bah, c'est ce qu'il vient de faire, il vient d'envoyer une couronne. Mais parce que c'est le roi du quiz. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir bien sûr. Un roi des cons. Sur YouTube, on a fait un grand quiz avec des grands de ce monde. Juste avant de terminer, mon cher Jérémy, une petite promo pour le cyclocross, comme tu es le second du grand chef Cola pour cette émission qui a lieu sur Instagram. Vas-y. Oui, alors le prochain podcast cyclocross, ce sera vendredi soir avec le trio gagnant, puisqu'il y aura Anthony Cola de Chambly, il y aura Steve Chenel et il y aura Gilou également qui fera son retour. Et évidemment, on parlera un petit peu du week-end qui se profile, mais surtout retour sur Beringen, parce qu'il s'est passé pas mal de dingueries pour ceux qui n'ont pas vu, notamment ce qu'a fait Etherbeat. Ouais. Allez voir sur Twitter, c'était grandiose. Petite question de la type 37 qui dit avec une bonne régie ou pas? Ah, bon. Ça fait partie un petit peu du folklore. Donc on verra le jour J. Oh bah, ça a toujours fait partie du folklore de cette émission. Merci messieurs d'avoir participé à cette belle émission. Merci à vous. Et puis on se retrouve un peu plus tard. On va faire, je crois que c'est les transferts les prochains. Et après on fera les awards. Et après on se dira au revoir pour cette année. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Bye. Merci monsieur.